No limits, no frontiers. Take the risks and hunt the new. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je préfère être honnête avec vous tout de suite et vous dire la vérité. Je n'existe pas. J'ai l'air vrai, hein, pourtant. Mais non, je suis virtuel. Je n'existe pas. Vous ne comprenez plus rien ? Vous êtes perdu ? Pas de panique, on va vous expliquer. Enfin, pas moi. Thomas, le vrai, l'humain. Thomas ? Thomas ? Moi, je suis Thomas, le vrai. Pas l'avatar. D'ailleurs, ça commence à bien faire cette histoire. J'en ai marre. On nous confond tout le temps. Alors qu'en fait, il n'y a rien à voir. Je suis beaucoup plus beau que lui. En 2024, il est donc possible de se créer un double virtuel, un avatar, en quelques minutes seulement passées sur Internet. C'est une technologie qui a été inventée à son époque par le professeur Johnson à Harvard en 1958. On avait dit qu'on n'allait pas faire comme ça. Qu'aujourd'hui, tu arrêtais de te cacher derrière ce que tu sais. C'est pas un cours magistral ici. Ok. Je vais vous faire une confidence. Et j'en fais pas souvent des confidences, surtout des aussi personnelles. Moi, je viens d'une famille de gens qui ont fait des grandes études, de grandes écoles, qui ont réussi, comme on dit dans la vie, qui ont eu des grandes carrières, qui passaient dans les médias. Même, ils ont un peu gouverné notre pays. Et moi, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas fait de grandes études. Et donc, dans ces univers intellectuels dans lesquels j'évolue aussi, je me suis toujours un peu senti comme un imposteur. Et du coup, pour pas que ça se voie, que j'avais pas fait ces grandes études, j'ai une méthode. Je suis un besogneux. Je travaille, j'enquête, je fouille. Et quand on m'a proposé de faire cet exercice, de me présenter devant vous, j'ai refait la même chose. J'ai travaillé, j'ai bossé mon sujet. Et sans m'en rendre compte, j'étais en train de créer quelque chose d'invisible et de pourtant essentiel entre vous et moi. Une frontière. Alors comment est-ce que j'en suis arrivé là ? Moi, j'essaie de lutter contre les fake news, les théories du complot. Et justement, lui là, je l'ai créé pour m'aider. Ouais, je vous entends rigoler, hein. Celui qui essaie de lutter contre la désinformation sur Internet, tu te dis, quand même. J'ai un peu l'impression, dans mon travail, d'essayer de vider la mer à la petite cuillère. Et franchement, je suis pas sûr qu'on va y arriver, hein. Mais au moins, avec lui, on sera deux. Effectivement. Entre le virtuel, le réel, le vrai, le faux, la frontière entre le virtuel et le réel, la frontière entre le vrai et le faux, la frontière entre nos croyances, nos savoirs, tout est complètement bordélisé. On est tous perdus. Perdus et même un peu suspendus. Suspendus à la prochaine personne qui, avec son commentaire, sa photo, son post, sa vidéo, arrivera à capter notre attention. Peut-être à influencer notre opinion. À jouer de nos émotions pour arriver à bénéficier de notre temps de cerveau disponible. Je voudrais justement, là-dessus, vous raconter une anecdote que j'ai découverte récemment. Comment une marque de produits alimentaires pour animaux qui créait des produits de luxe a cherché à trouver ses clients. Instinctivement, les spécialistes en marketing se sont dit ceux qui sont prêts à payer plus cher pour nourrir leurs animaux, c'est les plus riches. Pas du tout.
Chez les riches aussi, il y a des gros radins qui ne veulent pas donner plus pour leur boule de poil. Comment ils ont fait alors ? Ils ont récupéré des centaines de milliers d'informations qui circulaient sur les réseaux sociaux. De ces informations, ils ont tiré des profils types. Et ils ont découvert un truc qu'ils ne pensaient pas trouver. Les gens qui sont le plus enclins à payer très cher pour nourrir leurs animaux, ce n'est pas ceux qui sont très riches. C'est ceux qui ont donné à leurs animaux un prénom humain. Et ouais, en donnant un prénom humain à leur boule de poil, ils les élevaient au rang de membres de la famille. Et donc, ceux qui faisaient ça, ils étaient prêts à payer plus cher pour les nourrir. Cette information, elle existait. Mais nous, les humains, on ne pouvait pas la voir. Des algorithmes ont cherché, fouillé et l'ont trouvée. Et derrière, des humains l'ont exploitée. C'est quand même une drôle de mécanique, que certains, peut-être ici parmi vous, considèrent comme une forme de progrès. Moi, je vous le dis, pas du tout. Au contraire, j'ai un peu l'impression d'être comme un hamster qui tourne dans sa roue là. Et j'aimerais bien que quelqu'un vienne pour arrêter cette maudite roue. Parce que, à force d'algorithmes qui jouent en permanence sur mes émotions, je ne sais plus, moi, je suis complètement perdu. Je ne sais plus ce que je sais, je ne sais plus ce que je pense, je ne sais plus ce que je suis. Je ne sais plus si je pense, je ne sais plus si je crois. Tu crois que tu penses, en fait. Mais est-ce bien le cas ? J'en sais plus rien. D'ailleurs, est-ce que je crois ce que je vois ? Ou est-ce que, en réalité, je crois ce que je vois ? Je suis paumé, moi. Ce truc, ça me rappelle l'histoire de saint Thomas. Vous vous souvenez, saint Thomas, l'apôtre ? Ouais, moi, je m'appelle Thomas. Et je suis journaliste. Et donc, ce prénom, je l'ai porté comme un espèce de badge, de certification de ma qualité de journaliste qui allait chercher la vérité. Oui, saint Thomas, c'est celui qui croit ce qu'il voit. En fait, j'avais rien compris du tout. J'étais complètement à la ramasse. Saint Thomas, c'est pas le saint patron des journalistes. Au contraire. C'est celui qui corrobore le mensonge. C'est le saint patron des complotistes. Saint Thomas, il ne croit pas ce qu'il voit. Il voit ce en quoi il croit. Et d'ailleurs, moi, mais toi aussi, et lui là, et elle, nous tous, vous tous, sur Internet, nous voyons ce que nous croyons déjà au moins un tout petit peu. Et justement, c'est le problème. Il faut dire que nos manières de nous informer ont beaucoup changé. Et que ces nouvelles manières de s'informer, elles ont des conséquences. La première de ces conséquences, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. L'infobésité, c'est le fait qu'on est confronté à une multitude, une quantité d'informations qui vient à un rythme toujours plus grand, qui ne nous laisse jamais en paix, à tel point qu'on n'en peut plus. On ne veut plus voir une info de plus. L'infobésité, ouais. Mais il y a aussi un autre phénomène, l'infodémie. L'infodémie, c'est la pandémie des fake news. C'est un terme qui a été inventé par l'Organisation mondiale de la santé, justement, pendant l'épidémie de Covid-19, pour qualifier l'espèce de tsunami de fake news à laquelle on a été exposé. Infobésité, infodémie, mis ensemble, en fait, ça crée les conditions de notre époque. Une époque un peu bizarre, qu'on pourrait appeler l'ère de la post-vérité. Alors, ça ne veut pas dire que hier tout était vrai, et qu'aujourd'hui tout est faux, et que c'est la galère. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Ce qu'on ne partage plus aujourd'hui, c'est pas la vérité. Quelque part, la vérité, on ne l'a jamais partagée. On avait chacun les nôtres. Mais au moins, on partageait quelque chose. Ce qui nous permet d'établir nos vérités, les faits. Et c'est ça qu'on ne partage plus aujourd'hui. C'est ça qui a disparu. Et parce que nous ne partageons plus les faits aujourd'hui,
eh bien, nous sommes incapables ou presque de discuter, de débattre, et à la fin, probablement, on sera incapable de vivre ensemble. Dans le même temps, sur Internet, la frontière qui existait entre nos croyances et nos savoirs, elle est devenue totalement virtuelle. Le problème de cette frontière entre le virtuel et la croyance? Le problème, justement, c'est quoi? C'est que cette frontière, elle est invisible. Et que pour faire comme mes petits camarades, depuis le début de la journée, je vais moi aussi citer Saint-Exupéry. Oui, l'essentiel, c'est ce qui est invisible à l'œil. Et donc cette frontière, c'est devenu ce qui était essentiel pour nous. Il y a un autre truc qui se passe aussi. On a une tendance un peu bizarre, les êtres humains. On a une tendance à surestimer nos connaissances. Il y a quelqu'un qui en parlait très bien, Coluche. Il en parlait en paraphrasant Descartes. Peut-être que certains connaissent cette formule. L'esprit est la chose la mieux répartie chez l'homme, puisque, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec cela qu'il juge. Je lui dirai à Descartes que vous avez applaudi, ça lui fera plaisir. En réalité, quand on s'intéresse à un sujet, on a très rapidement l'illusion de maîtriser ce sujet. On monte tout en haut de ce que les chercheurs ont baptisé la montagne de la stupidité. Ça ne veut pas dire qu'on est débile. Ça veut dire qu'on a l'illusion d'avoir beaucoup mieux compris quelque chose qu'en fait, on n'a pas compris du tout. En réalité, c'est peut-être pire que d'être débile. L'illusion de connaissance, c'est fatalement pire que l'absence de connaissance. Le problème, c'est que l'immense majorité des êtres humains, quand on s'intéresse à un sujet et qu'on est là tout en haut de notre montagne de la stupidité, on ne va pas plus loin. C'est le premier paragraphe de la fiche sur Wikipédia. Physique quantique, j'ai tout compris. Mais il y a un moment, on lit le deuxième paragraphe et on comprend qu'on n'a rien compris. On redescend très vite dans la vallée de l'humilité. Et à force de travail, d'abnégation, d'effort, on peut remonter doucement sur le plateau de la consolidation et potentiellement maîtriser un sujet. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Et je vous le dis, l'effet Dunning-Kruger, on en a tous, à un moment ou à un autre, été victimes. Moi, mon Dunning-Kruger, c'était la guitare. Quand j'ai pris ma première gratte, mais j'étais très très puissant. Mais très très puissant. Un peu genre le petit frère de Jimi Hendrix, vous voyez? Et puis à un moment, j'ai essayé de faire un truc. Je ne sais pas s'il y a des guitaristes dans la salle, mais je pense que ça va leur parler. J'ai essayé de faire ce qu'on appelle un barré. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu essaies de pincer toutes les cordes de la guitare avec un seul doigt. Ce truc-là, c'est super dur. Et en plus, ça fait un mal de chien. Là, tout de suite, hop, je suis redescendu dans ma vallée de l'humilité. Et à force de travail, d'abnégation, à force de faire saigner mes doigts au point qu'on ne peut même plus prélever mes empreintes digitales sur ma main gauche, je suis arrivé sur le plateau de la consolidation, j'arrivais à faire quelques morceaux, mais bon, il faut quand même le dire, j'étais pas du tout devenu Jimi Hendrix, et puis, contrairement à lui, moi je suis pas gaucher. Je le dirai à Jimmy aussi. C'est comme les autres, il n'est pas vraiment mort. Enfin bon, vous connaissez cette histoire. La face cachée de la Lune, tout ça. Oui. Aujourd'hui, j'aurais quand même vous interpeller. Et je voudrais vous suggérer, vous inviter à vous détacher un peu de vos écrans. Je voudrais même vous inciter à reprendre le contrôle sur votre cerveau. Mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on se mette tous d'accord sur un truc d'abord. Il faut qu'on accepte humblement qu'on a tous un peu perdu le contrôle sur nos cerveaux. Et justement, je voudrais vous proposer un truc très simple. Vous vous souvenez de ce qu'on disait
On disait qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Eh ben, moi, je vous propose de tourner 7 fois le pouce au-dessus du smartphone avant de swiper. Faites la différence entre vos croyances et votre savoir. Et si vous pensez que cette différence, cette frontière, elle est virtuelle, eh ben, détrompez-vous. Cette frontière, elle est extrêmement réelle. Et en réalité, c'est de votre capacité à vous à distinguer cette frontière, à faire la différence entre vos croyances et vos savoirs, eh ben, que naîtra votre capacité, je l'espère, à replacer les faits au centre de vos discussions, au centre de vos débats, et à la fin, je nous le souhaite, à nous permettre à tous de vivre ensemble. Moi j'ai fini, mais lui, il a encore un truc à vous dire. Et n'oubliez pas, méfiez-vous de ce que vous avez envie de croire. On vous remercie tous les deux.